Bonjour, je m'appelle Xavier Auberson, je suis professeur à l'Université de Genève et également avocat au barreau. Et je remercie Clusis pour l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée, d'un concept pour le futur, qui est une idée de faire face au développement de l'intelligence artificielle, la robotique, sur les places de travail en particulier, et l'inquiétude peut-être potentielle de l'effet de cette intelligence artificielle qui pourrait au fond, selon certains, déboucher sur des pertes massives d'emplois et donc un problème de financement, en particulier de la sécurité sociale. Donc dans ce contexte-là, on réfléchit à plusieurs idées et une idée que personnellement je défends depuis plusieurs années, qui me semble intéressante à étudier, c'est l'idée de peut-être taxer d'une manière ou d'une autre les robots. Et donc dans ce contexte-là, je vais essayer de vous démontrer pourquoi ça mérite en tout cas une analyse et peut-être explorer avec vous quelques pistes de solutions possibles. Il y a plusieurs variantes qu'on pourrait envisager et ça prendra du temps, donc il est bien de les examiner tranquillement, le plus rapidement possible en fait. Donc tout d'abord, il y a un développement incontesté aujourd'hui de l'intelligence artificielle sur tous les secteurs de l'économie. C'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout vu des robots dans l'industrie, donc ce qu'on appelle des robots industriels, on les a depuis des décennies d'ailleurs. Si vous allez visiter aujourd'hui une entreprise, par exemple de fabrication de biens de grande consommation, ou des voitures, ou des souliers de gymnastique par exemple, on est frappé de constater que l'usine est pratiquement robotisée à 80-90%. Donc toutes ces tâches sont faites maintenant par des robots. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est qu'on voit maintenant les robots aussi utilisés dans le secteur des services. Et on voit des robots, on appelle des robots advisors. Donc par exemple, c'est des robots qui vont aider les banquiers pour prendre des décisions, pour placer des ordres d'achat très très rapidement. Vous avez des robots dans la médecine qui vont aider les chirurgiens, par exemple aussi pour le diagnostic. Les robots sont très efficaces, par exemple en radiologie, pour analyser des schémas, des photos. Vous avez des robots même maintenant dans le secteur juridique. Il y a le fameux ROS qu'on appelle. Ce ROS, c'est un ordinateur spécialisé dans la recherche juridique et, ironie du sort d'ailleurs, il est spécialisé dans le domaine du droit de la faillite et il va aider par exemple des avocats ou des paralegals, comme on dit aux États-Unis, à rechercher les arrêts très très rapidement. Et bien sûr, peut-être que dans quelques années, on aura ROS 2 ou ROS 3 qui viendra saluer les clients et peut-être leur donner des conseils. On imagine bien aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine, par exemple, de la comptabilité, très efficace. Au fond, toutes ces procédures et même les déclarations d'impôts, on imagine déjà que les déclarations d'impôts sont, et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, sont en voie de disparition puisque tout va pouvoir se faire par l'intelligence artificielle. Alors, qu'on soit clair, ce développement est une bonne chose. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut aller contre ce développement. Bien au contraire, il faut aller avec ce développement. Je prends un exemple, à Fukushima, on sait que ce sont des robots qui, dans la mer, vont tester le degré de radioactivité des eaux. Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de volontaires qui seraient ravis de faire cette tâche et on est très content que des robots peuvent faire ce genre d'activité. Il y a toute une série d'activités répétitives, ennuyeuses, voire dangereuses, qui sont déjà et qui vont de plus en plus être effectuées par des robots. Donc, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose et il faut encourager, personnellement je suis pour, la recherche, l'innovation et le développement. Mais le problème, c'est qu'il faut bien prendre en considération, en parallèle à ce développement, l'impact possible de celui-ci notamment sur les places de travail. Et dans ce contexte, vous avez, je dirais, deux thèses qui s'affrontent. Vous avez les optimistes d'un côté et puis les pessimistes de l'autre. Et dans ces deux groupes, vous avez des grands économistes, vous avez des prix Nobel. Donc c'est de montrer que c'est une thèse qui est très controversée, mais avec une grande incertitude finalement. Donc qu'est-ce que disent les optimistes? Alors les optimistes, ils disent, on a déjà eu 4 révolutions industrielles, c'est donc la 4e révolution industrielle,
Et si on regarde ce qui s'est passé, à chaque fois, vous avez eu des très grandes inquiétudes, notamment des travailleurs. On cite très souvent l'exemple des métiers à tisser, qui ont remplacé toute une série de travailleurs qui ont même débouché dans l'histoire sur des révoltes. Il y a des histoires connues de ce style. Il est clair que les diligences ont été remplacées par le train, les cavaliers ont peut-être été remplacés par les taxis. Donc, toutes ces révolutions industrielles ont eu lieu. C'est clair qu'il y a eu une adaptation, mais à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que les places de travail qui ont disparu ont été remplacées par d'autres et même par plus encore de nouvelles places de travail. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la théorie de la destruction créatrice. Donc ça, c'est la thèse, très grossièrement résumée, des optimistes. Et vous avez à l'autre côté, bien sûr, les pessimistes. Alors les pessimistes, eux, ils disent, et c'est la fameuse formule en anglais, qui disent « This time, it is different ». Cette fois, c'est différent. Et pourquoi, à leur avis, c'est différent? Parce que cette fois, le robot est en train de devenir intelligent. Et donc, il va remplacer non seulement les travailleurs, le bras des travailleurs, les machines, mais il peut potentiellement, et c'est toute la question, remplacer le cerveau humain et peut-être même devenir encore plus performant que les humains. Et là, on passe dans un autre secteur qui n'existe fort heureusement pratiquement pas encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la super intelligence artificielle, où on travaille à réfléchir à des robots super intelligents, en fait. Donc, les pessimistes, ils disent, cette fois, c'est différent, et donc, potentiellement, certes pas demain, mais dans quelques années, peut-être, on va avoir des pertes massives d'emplois, parce que les robots vont petit à petit rentrer dans tous les secteurs de l'économie, voire même, certains vont même jusqu'à prédire ce qu'on appelle la fin du travail. Donc, le travail pourrait même disparaître. Alors, personnellement, je n'ai pas la prétention de vous dire qui des optimistes et qui des pessimistes ont raison. Bien malin celui ou celle qui serait capable de vous démontrer qui des deux a raison. Mais personnellement, j'ai une certaine sympathie quand même pour la thèse des pessimistes, en ce sens que vous avez un risque, en tout cas, qu'il y aura une phase de transition qui peut être assez longue, dans laquelle il y a quand même beaucoup de travailleurs qui pourraient perdre leur emploi et qui auront des grandes difficultés à se reconvertir dans la nouvelle société de l'intelligence artificielle. Ça, c'est quand même toute une série de personnes auxquelles il faudra songer. Et puis surtout, et ça c'est la thèse que je défends, c'est que si les pessimistes ont raison, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, alors les conséquences économiques pourraient être absolument dramatiques. Et j'aimerais vous présenter 3 conséquences économiques possibles, encore une fois, si les pessimistes devaient avoir raison. Première conséquence, c'est que si le travail commence à disparaître et à être réduit, ça veut dire que les salaires disparaissent en même temps. Et qui dit salaire dit imposition, donc impôt sur le revenu, cotisation de sécurité sociale, et donc grand risque pour la sécurité sociale qui va perdre sa principale, voire unique dans de nombreux États, source de financement. Deuxième conséquence économique, encore une fois si les pessimistes ont raison, c'est que la sécurité sociale va être encore plus sollicitée, donc ça va exacerber les pertes de la sécurité sociale, parce que tous ces travailleurs qui auraient perdu leur emploi vont bien sûr demander des cotisations de chômage, des prestations, et donc il y aura en plus de besoin de financement de la sécurité sociale. Et puis il y a une troisième conséquence dont on parle moins, mais qui est une conséquence sur la consommation, parce que si les travailleurs n'ont plus de travail et n'ont plus de salaire, eh bien ils ne peuvent pas consommer, et s'ils ne peuvent pas consommer, vous avez un autre impôt qui est en péril, et c'est le plus important pour financer l'État, c'est la TVA, puisque la TVA, c'est l'impôt majeur sur la consommation. Alors, voilà les conséquences économiques potentielles, encore une fois, qu'il faut donc appréhender. Et personnellement, je défends l'idée d'examiner comme une solution possible à cet impact pessimiste, à cette vision pessimiste, ce serait donc une taxation des robots. Alors, comment arriver à définir cette taxation des robots? C'est donc toute la difficulté
Et il y a eu énormément de critiques. J'ai même, pour la petite histoire, reçu des critiques, des attaques même personnelles, assez vives au début. Et ça commence à se calmer d'ailleurs de plus en plus, puisque le débat est ouvert partout dans le monde aujourd'hui. Vous avez aussi des chercheurs aux États-Unis, vous en avez pas mal en Espagne, en Asie. Donc le débat commence vraiment, en France aussi, commence à prendre de manière constructive et très ouverte. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en parallèle à cette discussion sur une idée de taxer les robots, vous avez une autre réflexion qui a démarré et vous allez voir que ces deux réflexions, elles peuvent se rejoindre en fait. Et c'est une autre réflexion très percutante, très surprenante, qui est de dire, mais au fond, si ces robots et cette intelligence artificielle commencent à remplacer des humains, commencent à avoir un tel impact sur notre société, est-ce que le moment n'est pas venu de peut-être créer une nouvelle forme juridique de personne, et là, ça va très très loin, qui serait un robot devenu une sorte de personne morale. Et c'est très sérieux ce que je vous raconte, puisque même l'Union européenne, vous avez un rapport du Parlement européen publié en 2017, dans lequel le Parlement européen a étudié très sérieusement cette idée, pour l'instant y renoncer, mais le débat est lancé et il y a certains pays qui notamment examinent cette question. Je crois l'Estonie aussi a fait un groupe de travail pour réfléchir à cette question. Alors, ça paraît très très surprenant de dire on va créer une nouvelle personne qui serait par exemple un robot. Et du coup, cette personne, on va lui donner des droits, mais on va lui donner des obligations. Et donc, mon raisonnement, ce serait de dire, à ce moment-là, peut-être aussi, dans la réflexion d'une taxe sur les robots, si on met une obligation sur les robots, on peut envisager, peut-être aussi dans ce contexte, une taxation des robots. Mais cette fois, dans une vision différente, c'est le robot qui devient une personne juridique. Alors, vous allez me dire, là, vraiment, on est en pleine science-fiction et tout ça, c'est pas très sérieux. En réalité, cette réflexion, si vous replacez un siècle auparavant, nous l'avons déjà eu lorsque les États, et c'est notamment la réflexion qui a eu lieu aux États-Unis et en Angleterre, lorsque les États ont créé ce qu'on a appelé le concept de corporation. Corporation, c'est une personne morale. Prenez une société anonyme en Suisse. Qu'est-ce que c'est qu'une société anonyme? Une société anonyme, c'est une pure fiction juridique. C'est une invention du législateur. Une société anonyme, ça n'existe pas. Vous n'allez pas lui serrer la main dans la rue. Mais pourtant, elle existe juridiquement, la société anonyme. Selon les conditions, suivant les conditions prévues par la loi, elle existe en tant que personne. Elle va payer des impôts. Elle va pouvoir être attaquée en justice. Et le cas échéant, elle pourra elle aussi attaquer des personnes en justice. Elle pourra signer des contrats et elle aura des droits et des obligations. Donc, est-ce que le moment n'est pas venu non plus aujourd'hui, étant donné l'impact et les difficultés parfois en termes de responsabilité, en termes d'éthique, en termes de conséquences sur l'environnement, de l'utilisation des robots et de l'intelligence artificielle, le moment n'est-il pas venu, en parallèle, d'étudier une personnalité juridique des robots avec éventuellement des conséquences fiscales? Voilà donc le cadre, si vous voulez, de la réflexion sur la taxation des robots. Alors maintenant, si on veut essayer de mettre en œuvre cette taxation des robots, comme n'importe quelle imposition, il faut quand même trouver une justification. Donc, si vous voulez introduire, imaginez que vous êtes un législateur, vous voulez introduire une nouvelle imposition, il y a deux choses à vérifier. Premièrement, est-ce que, économiquement parlant, cette taxation des robots, elle fait du sens? Est-ce que c'est justifié économiquement? Et deuxièmement, est-ce que constitutionnellement, vous remplissez les conditions pour créer une nouvelle imposition? Alors, économiquement d'abord, et c'est pas étonnant que la Suisse est un des premiers États, franchement, dans lequel il y a vraiment cette réflexion qui se développe sur la taxation des robots, c'est parce que nous avons une forme d'imposition qui est certes très contestée politiquement, mais qui, à mon avis, permettrait de tenir un raisonnement économique qui serait aussi adaptable à la taxation des robots. Et cette imposition, c'est l'imposition de la valeur locative. Vous êtes d'accord qu'en Suisse, si vous êtes propriétaire
d'un bien, donc d'une maison ou d'un appartement, on doit payer chaque année un impôt à la Confédération et au canton, donc c'est un impôt sur le revenu, sur le loyer théorique que vous auriez normalement dû payer pour habiter dans ce logement. On appelle ça l'imposition de la valeur locative. Ça a été confirmé par le tribunal fédéral très nombreuses fois. C'est discuté politiquement, mais en tout cas, c'est justifié économiquement. Alors, si on applique un raisonnement du même genre, on pourrait soutenir la thèse qui est de dire, mais au fond, l'employeur qui utilise un robot, l'intelligence artificielle, en lieu et place d'un travailleur, est-ce qu'on ne peut pas soutenir que, économiquement parlant, il économise le salaire qu'il aurait normalement dû payer pour un travail équivalent? Donc ça, ce serait une justification économique de l'imposition des robots. Vous avez d'autres économistes, notamment américains, qui récemment ont publié un article qui, eux, soulèvent peut-être une autre justification qui est différente de celle que je défends, mais qui permet également de justifier la taxation des robots. Eux, ils développent un concept assez audacieux de neutralité économique entre les robots et les humains. Donc ils disent, au fond, on devrait mettre sur le même pied les travailleurs robotisés et les humains, et de ce point de vue-là, également, ça justifierait une sorte de raisonnement économique avec une forme de salaire théorique que l'on pourrait construire. Donc ça, je suis bien conscient que c'est très discutable et que ça peut soulever des réflexions ou des arguments contraires, mais en tout cas, voilà une argumentation économique qui permettrait, je crois, de justifier une taxation des robots. Maintenant, on arrive à un écueil qui me paraît encore plus difficile, conceptuellement, c'est la justification constitutionnelle. Pourquoi? Parce que le grand principe de toute la fiscalité mondiale, c'est le principe, ce qu'on appelle de la capacité contributive. C'est-à-dire qu'on ne peut prélever un impôt que si vous avez un contribuable devant vous et vous devez prélever cet impôt en respectant sa capacité contributive. Là-dedans, vous avez aussi d'ailleurs le principe d'égalité de traitement. On doit traiter, dans la mesure du possible, toutes les personnes dans la situation semblable de la même manière. Alors ça, c'est difficile, effectivement, pour la taxation des robots. Pourquoi? Parce que le robot, même si vous créez la personne morale dont on a parlé tout à l'heure, à ce jour, il n'a pas de capacité contributive. Un robot n'a pas d'argent, un robot n'a pas d'avoir, n'a pas de finances, n'a pas de liquidités qui lui sont attribuées. C'est donc un écueil, mais qui n'est pas du tout insurmontable, mais dont il faut prendre en compte dans la définition de la taxation des robots. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je défends l'approche fiscale des robots en 2 étapes. Première étape, qui est donc celle d'analyse économique dont j'ai parlé avant, qui est de dire on peut très bien taxer les robots, mais on va se concentrer d'abord sur l'utilisation des robots. Première étape. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir une nouvelle personne morale, une nouvelle personne comme un robot. C'est simplement l'utilisation d'un robot à la place de travailleurs humains. Encore une fois, si on voit que le travail commence à disparaître selon la thèse des pessimistes, et du coup, on pourrait construire une sorte de salaire théorique qui serait imposable pour l'utilisation des robots. Ça, c'est la première phase. Mais dans une deuxième phase, qui pourrait venir peut-être beaucoup plus tard dans le temps, on pourrait même imaginer que le robot, en suivant aussi l'approche préconisée par l'Union européenne, le robot pourrait devenir alors une nouvelle personne juridique, et à ce moment-là, on pourrait imaginer lui attribuer une sorte de capacité financière et il pourrait devenir au fond un nouveau contribuable, un nouvel assujetti. Pour cela, ça paraît très surprenant, mais reprenez de nouveau mon exemple des sociétés anonymes, des corporations il y a un siècle. Personne à l'époque pouvait imaginer il y a un siècle que vous auriez une nouvelle entité juridique qui existe et en plus que cette entité juridique allait payer des impôts, l'impôt sur les sociétés, dont nous avons d'ailleurs discuté âprement en Suisse ces 3 dernières années, puisque nous avons eu la réforme fiscale
très importante qui est entrée en vigueur en 2020 et qui se concentrait d'ailleurs sur ce fameux impôt sur les sociétés. Mais si vous regardez conceptuellement, cet impôt vise une personne morale, vise un concept. Ça ne vise pas directement une personne physique comme vous et moi. Alors, pour essayer d'être un tout petit peu plus concret maintenant, une fois qu'on a vu donc ces justifications donc économiques d'abord, constitutionnelles ensuite, après cette théorie des deux phases, on peut essayer concrètement de montrer quelques variantes possibles de la taxation des robots. Donc, première variante, c'est donc celle inspirée un tout petit peu de la valeur locative. Ce serait donc d'introduire dans le futur une taxe sur les entreprises qui serait basée sur ce salaire théorique. Les Américains appellent ça aussi imputed income, qui correspondrait à une sorte de salaire théorique que l'entreprise économiserait en utilisant des robots. Vous avez, et ça c'est vraiment l'approche que je défends, que j'ai défendue depuis plusieurs années. Vous avez d'autres récemment économistes américains qui ont publié un article dans le sens de proposer une autre forme de taxation des robots, mais qui conceptuellement pour moi suit la même logique. C'est de dire que c'est vrai que ça va être très difficile à terme de définir qu'est-ce que c'est que ce salaire théorique. Et puis c'est vrai aussi que peut-être de plus en plus les robots vont faire des activités qui ne ressembleront pas aux activités des humains. Ce sera très dur peut-être d'arriver à des comparables. Donc si on arrive à cette situation, il propose alors une approche plus basée sur des ratios. Il y a même un auteur qui a proposé de calculer le nombre de travailleurs humains par rapport au chiffre d'affaires, enfin des raisonnements comme ça. Personnellement, je suis assez opposé à ces approches par ratio parce qu'on peut buter sur des problèmes justement d'égalité de traitement, des problèmes d'effet beaucoup trop grands sur certains types d'entreprises. Mais enfin, c'est une piste et ce qui mérite d'être évoqué. Une troisième piste que je trouve très intéressante aussi, c'est cette fois d'utiliser la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais c'est que les robots aujourd'hui, ils sont déjà taxés en partie. Et ils sont taxés par la TVA. Pourquoi? Parce que quand une entreprise, par exemple, vous vend une voiture, quand vous allez acheter une voiture, vous allez payer un prix et ce prix d'achat est grevé de TVA pour l'acheteur. Mais dans ce prix d'achat, vous avez tous les coûts de l'entreprise et cette entreprise, par exemple pour les voitures, a très certainement utilisé de l'intelligence artificielle, elle a utilisé de la robotique qui se trouve donc grevée en réalité à la fin de TVA. Quand vous allez voir une étude d'avocat et qui vous fait une consultation et que la consultation a été en partie aidée et réalisée par le chercheur qui s'appelle Ross, qui fait de la recherche juridique, le coût d'utilisation de Ross est également englobé dans la note d'honoraires de l'avocat. Donc déjà maintenant, en réalité, on taxe déjà les robots, leur utilisation, dans le cadre de la TVA. Et moi, je pense qu'on pourrait aller un pas plus loin. On pourrait même imaginer, dans cette logique, mais cette fois de la deuxième phase, si on dit que le robot devient une personne, on peut imaginer qu'un robot deviendrait un assujetti à la TVA. Et ça veut dire, mais bien sûr, on ne parle pas de demain, on parle dans quelques années, qu'on pourrait imaginer qu'un robot ou l'intelligence artificielle qui rend des services engloberait la TVA dans ces services-là et pourrait même récupérer éventuellement les services qu'ils ont supportés en amont. Et tout ça pourrait se faire électroniquement. C'est bien sûr une technologie qu'il faudrait mettre en place. Quatrième piste de réflexion, c'est bien sûr la sécurité sociale. On pourrait donc élargir la base imposable des revenus qui sont frappés de cotisations sécurité sociale si le salaire disparaît. Et donc évidemment, la taxation des robots, ce serait un candidat idéal pour ça. Après, il y a une cinquième piste qui existe déjà aujourd'hui, mais qui est pour moi le balbutiement, si vous voulez, de la taxation des robots, qui existe par exemple dans certains États américains, notamment en Californie. Vous avez déjà dans ces États ce qu'on appelle des drone taxes, donc des taxes sur les drones. Vous avez des taxes sur les véhicules autonomes déjà. Donc c'est vraiment l'idée ancestrale de robots comme un objet. Donc c'est un peu comme la taxe sur les voitures, c'est un peu comme la taxe sur les chiens. Donc c'est une manière
de taxer les robots. C'est un début, mais pour moi, qui s'inscrit, je dirais, de manière imparfaite dans cette logique qui est de voir le robot plus dans son utilisation, plus dans son impact et plus finalement dans son intelligence qui va ressembler de plus en plus à celle des humains. Pour terminer maintenant, j'aimerais dire que, et rassurer peut-être aussi certains d'entre vous, je pense que le moment n'est pas venu de se dire on va introduire en Suisse une taxation des robots le 1er janvier 2021. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de se dire que cette problématique de la disparition possible du travail et donc des revenus du travail est une problématique qui concerne le monde entier. Il faut donc une solution qui soit coordonnée au niveau international. Alors on songe bien sûr à l'OCDE, mais c'est vrai que si vous regardez les travaux actuels de l'OCDE, notamment sur ce qu'on appelle le pilier 1 et le pilier 2 pour les entreprises dans le secteur digital, pour l'instant, ils ne se concentrent pas du tout sur l'idée de la taxation des robots, ils se concentrent sur l'idée de taxer ce qu'on appelle les GAFAM, donc les entreprises digitalisées. Donc la réflexion, pour l'instant, elle n'a en tout cas pas démarré. Mais c'est dans ce genre, à mon avis, de cercle qu'on devrait discuter et réfléchir. On peut penser aussi à l'ONU. En tout cas, c'est au niveau international qu'il faut réfléchir à cette idée. Mais je pense qu'il faut le faire rapidement parce qu'on voit la lenteur des travaux sur la taxation équitable des entreprises digitales qui, pour l'instant, et c'est clair, sont sous-taxées en comparaison avec les entreprises traditionnelles. On voit la lenteur de l'évolution des travaux et on voit la difficulté d'obtenir un consensus au niveau international. Ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il faut étudier le plus vite possible ces genres de solutions, quitte à ne pas les appliquer si on constate, finalement, que ce sont les optimistes qui avaient raison et qu'il y a tellement de nouvelles places de travail qui sont créées que finalement, on n'a pas besoin de la taxe sur les robots. Merci de votre attention.